outro fator é entender que antes Toda experiência é esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de participer à ces entretiens de la Fondation Jean Jaurès. Tout de suite, une première question. Inutile de présenter ou de rappeler quel a été ton rôle, les différents mandats électoraux qui ont été les tiens et les fonctions ministérielles que tu as pu occuper et évidemment les fonctions importantes que tu as pu occuper au sein du Parti socialiste et la trace que tu as laissée, et non seulement la trace mais aussi les motifs d'engagement pour toute une génération, y compris la mienne, au sein du Parti socialiste. Et donc je voudrais commencer tout de suite par aborder avec toi cette décennie qui aujourd'hui apparaît comme une évidence, celle de 71-81, mais qui en réalité est tout sauf une évidence. Ce n'est pas une histoire qui s'écrit de manière linéaire, simple, mais 81 est le fruit non pas directement, forcément, on pourra en revenir, de 71, mais c'est d'abord le fruit d'une stratégie, d'une tactique politique, et d'investissement d'hommes et de femmes qui décident de rejoindre le Parti socialiste. Certains un peu avant le congrès d'Épinay, beaucoup à partir ou après le congrès d'Épinay. Ça a été ton cas, puisque tu rejoins le Parti socialiste juste à ce moment charnière de 1971, à une époque où, professionnellement d'ailleurs, tu as un peu changé de voie, où tu es passé de la diplomatie à l'IUT de Meaux. Non, de l'IUT de Sceaux. L'IUT de Sceaux, pardon. Et tu décides de rejoindre le Parti socialiste à ce moment-là, à un moment donné où le Parti socialiste, certes, redécouvre un peu de couleur, sans doute, mais pour autant n'est pas le Parti socialiste de 74, 75, 76, où il pouvait déjà incarner l'alternative. En 1971, les choses sont moins marquées. Et donc, une question toute simple, même si tu l'as souvent déjà exprimée, pourquoi à ce moment-là rejoindre le Parti socialiste, et quelle est ta vision à ce moment du Parti socialiste et de sa direction, puisque tu vas très vite intégrer parmi les plus hauts responsables du Parti socialiste, en tous les cas dès 73, si mes souvenirs sont bons, avec un secrétariat national à la formation sur lequel je voudrais revenir un peu, pour commencer. 1981 n'aurait pas eu lieu sans 1971. Mais en même temps, cette décennie, elle était aussi résistible qu'irrésistible. C'est-à-dire, à plusieurs reprises, on s'est demandé si nous obtiendrions finalement le pouvoir. Moi, j'adhère en 1971, à la fin de l'année, après le congrès d'Épinay, parce que je suis séduit, venant d'une famille socialiste, moi-même, par l'idée que peut-être une renaissance de ce courant du socialisme démocratique est possible. Je suis attiré par la personnalité de François Mitterrand, telle que je la vois à ce moment-là émerger à nouveau. Je suis rallié à la vision stratégique qui s'amorce, qui est celle d'une union des forces populaires. On s'adresse donc au peuple, mais aussi d'une union des forces de gauche. On s'adresse au parti. J'ai vu qu'un nouveau programme était en gestation. Et donc tout ça, effectivement, me motive. Une force qui soit à la fois en renaissance, ou en début de renaissance, et qui en même temps est réaliste, disons. Et je suis très fier, quand je regarde tout mon parcours, je suis très fier d'avoir participé à la reconstruction d'une force socialiste authentique. J'ai la chance que, entrer comme simple militant, comment dirais-je, observé par François Mitterrand, qui m'a convoqué en tant qu'ancien diplomate au groupe des experts, alors que je suis effectivement professeur dans un IUT, ce qui me rend libre de ma pensée, disons, ce qui n'aurait pas été le cas si j'étais resté au Quai d'Orsay.
Donc, simple militant, reconnu par François Mitterrand ou observé par François Mitterrand, j'ai la chance, en 1973, c'est-à-dire 2 ans seulement après mon adhésion au Parti socialiste, oui, c'est vrai, d'entrer dans sa direction, c'est-à-dire dans son secrétariat national, chargé de la formation, tu l'as dit, et dans son bureau national. Je suis fier, impressionné. L'explication est sans doute que, même si François Mitterrand avait peut-être reconnu quelques dispositions, disons, pour la chose politique, c'est qu'au fond, il veut qu'apparaissent aussi à la direction du parti quelques hommes ou femmes qui n'appartenaient pas aux strates précédentes, qui n'étaient ni à l'ACFIO, ni de ses amis conventionnels, ni des clubs qui s'étaient formés autour de Bérégovoy ou autour de Popren. Il veut qu'apparaissent, on dit à l'époque des sabras, c'est-à-dire des têtes nouvelles qui ne soient rattachées qu'à ce nouveau Parti socialiste. Et c'est une des raisons pour lesquelles, sans doute, il me choisit, avec une autre personnalité d'ailleurs à ce moment-là. Et donc, je vais participer comme secrétaire à la formation à la diffusion de cette nouvelle identité socialiste que nous sommes en train de créer. J'ai des contacts constants à travers des stages, à travers des brochures, avec les secrétaires à la formation, dont beaucoup deviendront des premiers secrétaires, et peut-être aussi en 81 des députés. Et donc je prends ma part de cette identité nouvelle du Parti socialiste. Ça se fait de façon relativement obscure, plutôt à l'intérieur du Parti socialiste. Et je suis peut-être un tout petit peu découvert par les médias, où je prends figure autrement, quand François Mitterrand, en 1974-1975, me confie la responsabilité du suivi des relations PS-PC. Le PC qui a vu que le PS était en train de le supplanter, ou en tout cas de le dépasser électoralement, s'engage dans une polémique contre nous, se distance par rapport à la stratégie d'union de la gauche, qui de toute façon n'avait pas permis la victoire de François Mitterrand en 1974, et Mitterrand cherche quelqu'un qui soit à la fois convaincu de la nécessité de l'union des forces populaires, c'est mon cas, mais en même temps qui puisse être ferme et puisse débattre politiquement ou idéologiquement avec les leaders du Parti socialiste. Et j'anime donc, avec Jean Pronto et bien d'autres, Colette Aubry, ce groupe de travail sur les relations PS-PC qui, évidemment, intéresse les médias et qui fait que je vais, pour la première fois dans les années qui suivent, et jusqu'à 81, au fond, alimenter la chronique des relations entre le PS et le PC. Jusqu'à un débat en 1980 de mémoire avec Georges Marchais. Avec Georges Marchais, assez oui. rude. Ça avait été proposé dans le cadre des débats des dossiers de l'écran à François Mitterrand, mais François Mitterrand ne voulait pas d'un débat avec Georges Marchais parce qu'il s'est dit « je vais alimenter la polémique et je n'ai pas facilité les choses ». Bon. Nous disions à l'époque que nous voulions être unitaires pour deux, mais sans du tout céder aux critiques du PC qui prétendaient que nous allions à droite, que nous opérions un tournant vers la droite. Et moi, j'étais devenu, en 1979, le numéro 2 du PS, après avoir été secrétaire à la formation, secrétaire au tiers-monde, secrétaire international et numéro 2. Et il me dit, pourquoi le faites-vous pas vous? Vous en avez peur? Je lui dis, il a la réputation d'être une bête de télévision, mais enfin, puisque vous pensez que je peux le faire, je vais le faire. Et donc, je l'ai fait. Et ça a été un débat, effectivement, relativement important et significatif. Et formateur. Et formateur, oui, absolument. Je participe de la création, avec François Mitterrand au premier chef, bien sûr, et d'autres dirigeants, mais à ma façon, et en faisant, en fond, la vulgarisation à l'intention des militants et des cadres du Parti socialiste, je participe de cette nouvelle identité du PS, d'un PS plus audacieux, d'un PS qui ne craint pas de s'allier avec le Parti communiste, ce qui choque un peu ou inquiète nos amis sociaux-démocrates en Europe. Un PS aussi moins atlantiste dans sa vision des relations géopolitiques. Un PS qui prône une rupture avec le capitalisme. Nous verrons peut-être jusqu'où il ira.
Et puis, un parti aussi novateur sur les questions de société. C'est notamment, par exemple, la position symbolique très forte que prendra François Mitterrand sur l'abolition de la peine de mort. Mais il y a d'autres questions. Et d'un PS aussi qui veut rompre avec la centralité, j'allais dire la verticalité gaulliste, et qui prône notamment la décentralisation. Donc je suis engagé dans ce processus. Je contribue au débat extérieur dans relation avec le Parti communiste. Et puis, quand je deviens le numéro 2 du PS, mais aussi son secrétaire international, je contribue à ouvrir le PS sur des espaces qui ne lui étaient pas jusque-là familiers, notamment sur l'Amérique latine, l'Asie. Je prépare le voyage en Chine de François Mitterrand. La rediscussion avec les dirigeants algériens, donc une ouverture sur le tiers-monde, et puis aussi une affirmation des liens avec la social-démocratie. François Mitterrand va, et je l'accompagnerai souvent, va nouer des liens extrêmement forts et personnels avec une social-démocratie qui a le vent en poupe à l'époque, et dont les noms de Willy Brandt en Allemagne, de Palme en Suède, de Felipe González au PSOE. 73, tu prends le secrétariat national à la formation. De souvenir, je crois que c'est Pierre Jox qui l'occupait auparavant. Et 2 ans après, tu quittes la formation pour prendre le tiers-monde. Oui. Bon. Alors, non pas que les relations avec le tiers-monde, tu viens de le dire, ne soient pas importantes, mais justement dans la construction de ce nouveau parti, c'est-à-dire de faire émerger et de faire partager un corps de doctrine, ce qui est le but de la formation, c'est-à-dire on donne un corps de doctrine à ses militants pour former ces cadres qui ensuite vont devenir celles et ceux qui vont immerger le terrain pour justement porter le drapeau, quoi, et aller à la bataille électorale. Justement, par rapport à cette logique-là, quand on regarde ça de ma fenêtre, en quelque sorte, on se dit, mais pourquoi Lionel quitte la formation pour aller au tiers-monde ? Il y a quelque chose de, justement, un peu d'étonnant dans cette montée en puissance de celui qui va devenir quelques années après le numéro 2, puis le numéro 1 du Parti socialiste. Donc est-ce que c'était le choix de François Mitterrand ? Est-ce que c'était ton choix à toi, à un moment donné, par rapport à quelque chose qui t'attirait plus, ce qui est tout à fait normal, je veux dire, aussi, ou est-ce que c'est les hasards de la composition d'un secrétariat national en 75, puisqu'en 75, Mitterrand se sépare du CRS dans sa majorité au sein du Parti socialiste. Alors, certains pourraient dire que l'ancien diplomate l'a emporté sur le professeur que j'étais devenu. En réalité, au bout de 2 ans, après avoir fait des brochures diffusées à l'époque aux dizaines et aux dizaines de milliers de militants socialistes, organiser des stages chaque été ou pendant les vacances scolaires, peut-être parce que je suis professeur, dans le même temps, ça me lasse un peu, je ne me vois pas continuer. Donc c'est un peu mon choix, effectivement, et c'est moi qui fais cette proposition. Le secrétariat au tiers-monde existe déjà, il avait été animé par Didier Motchan, qui était un des responsables du CRS, mais disons que l'essentiel de la diplomatie du parti restait centré sur les relations avec les partis de la social-démocratie. Et, comment dirais-je, était orienté dans un certain atlantisme. Et il me semblait qu'apparaissaient des forces politiques, après la décolonisation, dans le vaste monde asiatique, latino-américain, africain, difficile parfois à décoder, avec lequel le Parti socialiste pouvait nouer des liens. Et donc ça m'intéressait qu'on rééquilibre, disons, le rapport au monde du Parti socialiste, pour qu'il ne reste pas européocentré, d'une part, peut-être trop atlantiste, d'autre part, mais qu'il change un peu de vision. Donc c'est moi qui le propose à François Mitterrand,
Et comme il se trouve que le CRS rompt, Ouais. il rompra souvent de toute façon, avec François Mitterrand à cette époque, ça doit être au congrès de Pau. Didier Mottchan donc n'est plus dans la direction, et je propose à François Mitterrand de donner un élan nouveau à ce secrétariat. Il l'accepte. Tu as eu raison de rappeler, on pourrait le dire dans le montage, que j'avais succédé à Pierre Jox, et c'est d'ailleurs Pierre Jox qui avait proposé mon nom à François Mitterrand pour lui succéder, parce que lui-même voulait se consacrer à sa circonscription qu'il venait de conquérir aux élections législatives de 1973. Et donc, ça se fait ainsi. Et évidemment, je ne sais en rien à ce moment-là que je vais devenir le numéro 2 et encore moins le numéro 1 du PS. Mais ça me paraît plus politique en quelque sorte, plus formateur. Et c'est pourquoi je préfère rompre avec la pédagogie interne. Alors, et du coup, il y a une certaine. Si je suis ton explication de ton passage de la formation au secrétaire national au tiers-monde, il y a une logique à ce qu'après, en 79, tu prennes le secrétaire national aux relations internationales et au tiers-monde. Et est-ce que cette nomination, 79, alors tu es aussi à la coordination, hein, c'est là où après le congrès de Metz, où tu deviens le numéro 2 du parti. Est-ce que c'est la preuve que ce que tu voulais en 75, c'est-à-dire, je reprends tes mots, rééquilibrer le rapport du Parti socialiste au niveau international en quelque sorte en le décentrant de son rapport uniquement à l'Europe ou par trop atlantiste, est-ce que le fait que tu deviennes donc SN à l'international en 79, c'est la preuve que tu y es parvenu et que voilà, le Parti socialiste est un peu éloigné, pas éloigné, mais en tous les cas n'est pas uniquement obnubilé par ses partenaires européens et atlantistes? Oui, mais ça, c'est parce que François Mitterrand lui-même a pensé que ça en valait la peine. Moi, je ne suis pas un décisionnaire à l'époque. Je travaille dans les fonctions qu'on m'a confiées ou que parfois j'ai souhaitées, mais l'impulsion est donnée par François Mitterrand. Et c'est parce qu'il croit à cet élargissement, les relations avec Senghor en Afrique, évidemment l'importance du Chili avec le drame de l'assassinat, de la mort d'Allende et de l'arrivée au pouvoir de la dictature de Pinochet. Donc François Mitterrand se rend compte que des enjeux se jouent aussi ailleurs et que nous ne pouvons pas rester prisonniers d'une Europe qui pourtant pour lui est essentielle. À tel point qu'il mettra une fois sa responsabilité de premier secrétaire en jeu sur la question de l'Europe, justement. Bien. Et donc, oui, c'est aussi pour cela, mais le changement en 79, le changement majeur, c'est que je devienne le numéro 2 du PS. À la coordination. Parce que Pierre Mauroy, pour des raisons que je n'ai jamais tout à fait comprises, et d'ailleurs le lien avec François Mitterrand se renouera après, puisqu'il deviendra son premier ministre. Mais Mauroy choisit Rocard dans un congrès conflictuel, le congrès de Metz, en 79. Il est battu. Le CRS est revenu servir avec d'autres de force d'appoint. Mitterrand gagne. Et ses choix l'emportent. Peut-être qu'on y reviendra. Bien sûr. Car ce congrès de Metz a été décisif pour moi. Si Mitterrand ne l'avait pas emporté, je ne pense pas que nous aurions gagné en 1981. Et donc, la place de numéro 2 est libre, en quelque sorte. Alors, revenons et là, François Mitterrand me la confie, peut-être aussi parce que dans l'exercice que j'ai conduit avec d'autres sur l'examen des relations PSPC, il s'est dit, bon, Jospin, il peut être capable aussi de s'intéresser à des questions véritablement politiques. Et donc, il a confiance en moi, et donc il me confie effectivement cette responsabilité, tout en me gardant les deux, l'ancien secrétariat au tiers-monde, et en m'adjoignant, si j'ose dire, l'autre qui restait très important. Les relations internationales. Mais alors, revenons justement sur ce rapport entre le PS-PC, parce que c'est une décennie évidemment extrêmement importante, puisque le pari stratégique de François Mitterrand lorsqu'il prend le Parti socialiste, c'est par cette union de la gauche
de montrer qu'il y a une alternative et donc de récupérer une partie de l'électorat et de devancer dans un rapport de force parfois conflictuel, et en assumant la conflictualité, de devancer le Parti communiste et du coup de dire ce sera le Parti socialiste la force motrice, propulsive, et du coup on sera en capacité de construire une majorité populaire, ce qui adviendra en 1981. Donc ce rapport, il est évidemment forcément conflictuel avec le Parti communiste, même s'il y a des rapprochements d'hommes et de femmes, parce que ça joue dans la politique les hommes et les femmes. Est-ce que cette stratégie-là, au fond, à part peut-être une tendance à la posture, est-ce qu'elle n'est pas partagée par l'ensemble du Parti socialiste ? Est-ce qu'elle fait l'objet de débats en réalité réels au milieu des années 70, évidemment, j'y pense avec Rocard, évidemment. Oui, pendant toute la période qui va jusqu'à 1979, disons, oui. Cette stratégie est en gros partagée. Peut-être avec deux accents un peu différents, c'est que quand la controverse s'ouvre à l'initiative du PC, le CRS est peut-être beaucoup plus... Enfin, pas beaucoup plus. Le CRS est plus complaisant à l'égard du PC que François Mitterrand ne le sera. Et d'autre part, commenceront à naître, notamment autour de Rocard, l'idée que, après tout, il faut faire son deuil du Parti communiste, ce qui n'est pas la vision de François Mitterrand et de ceux qui l'entourent. Donc, pendant un temps, cette stratégie est partagée sans embâge. En 1979, elle va être au cœur du débat ou du conflit entre François Mitterrand et Michel Rocard qui le challenge. Mais il faut bien comprendre que même si François Mitterrand ne voulait rien céder à un certain nombre d'offensives du Parti communiste, qui n'arrive pas à se détacher, au contraire de son homologue italien, de l'Union soviétique, disons, hein, et du vieux stalinisme, même si c'est le Parti communiste qui prend l'offensive contre le PS. Et il le fait parce qu'il juge à un moment que la stratégie d'union de la gauche ne lui est pas favorable, que ce nouveau petit parti, face à ces centaines de milliers de militants, à sa doctrine marxiste-léniniste qui lui donnait de la cohérence, eh bien, que c'est ce parti qui commence à prendre les devants dans la gauche. Et donc, François Mitterrand, lui, veut garder cette stratégie. Il n'est en rien tenté par une alliance au centre, ou encore moins à droite, mais tout en étant capable de résister au Parti communiste. Et c'est cette capacité qu'il aura, que j'accompagnerai, alors à travers la mission qu'il m'a confiée, qui jouera un rôle tout à fait décisif dans la victoire de 1981, en dehors de la personnalité, évidemment, de François Mitterrand lui-même. On va y revenir sur cette période de 80-80, qui est la période décisive. L'offensive médiatique de Michel Rocard et de ses soutiens, les hésitations vraies ou pas vraies, jouées ou surjouées de François Mitterrand, et puis sa désignation à l'issue à Créteil, à l'issue de laquelle tu deviendras premier secrétaire du Parti socialiste, par intérim en quelque sorte, avant de savoir si le sort des urnes sera favorable ou pas. Mais je reviens justement sur ce rapport entre le PC-PS... La formule par intérim a été utilisée par le président du comité directeur qui, à ce moment-là, élisait le premier secrétaire, absolument, sous proposition de François Mitterrand, en disant par intérim, c'était Louis Mermaz. Ça marquait qu'il n'y avait pas forcément de sa part un enthousiasme absolu à me voir dans cette responsabilité, qui avait peut-être un peu surpris de plus vieux compagnons de François Mitterrand, mais c'était un petit peu une erreur politique. Mais juridiquement, c'était faux, par ailleurs, puisque le comité directeur... Non, mais c'était pour dire c'est peut-être bien provisoire. Oui, sauf que si l'intérim cessait,
c'était que François Mitterrand avait été battu à l'élection présidentielle, donc c'était pas très malin. C'était pas le mieux qu'il y avait à dire. Oui, c'était pas le bon terme. En tous les C'était cas, pas le bon terme. oui, Voilà. politiquement, c'était pas très habile de le dire lors d'un comité directeur. Et François Mitterrand était réintervenu quelques mots après ma désignation en disant « Et pour moi, ce n'est pas un intérim ». Ah, j'avais oublié cette, Il a eu cette phrase. réintervention. Et pour moi, cette réintervention, et pour moi, ce n'est pas un intérim, Oui. ce qui était à la fois la marque d'un soutien, mais aussi l'idée, mais je vais gagner l'élection présidentielle, donc je ne reviendrai pas. Alors justement, avant de gagner cette élection présidentielle, tu te rappelais tout à l'heure la mission que t'avait confiée François Mitterrand de suivre et d'analyser et de coordonner ces analyses des rapports entre le PS-PC. Mais ça, il te le confie dès le lendemain de l'élection présidentielle perdue de 1974. Oui, peut-être un tout petit peu plus tard, quand aux élections législatives partielles de 1975, le PS rafle la mise et les candidats du PC sont battus. Et là, c'est là où le PC commence à se tendre. C'est là où le PC voit encore plus clairement que dans cette alliance, il n'est pas le gagnant. Il n'est pas forcément le perdant, mais il sera d'ailleurs au gouvernement dans quelques années, mais il n'est pas forcément le gagnant. C'est les rapports aussi d'Étienne Fajon du Parti communiste qui, à ce moment-là, justement, mettent en exergue la difficulté stratégique que pose l'union de la gauche pour le Parti communiste. C'est certainement un moment où cette histoire a été écrite et le sera peut-être encore par d'autres qui connaissent mieux le mouvement communiste que moi. Mais c'est sans doute un moment où la vieille garde, celle qui est le plus liée à Moscou, reprend davantage la main qu'auparavant. Et comme les communistes sont inquiets de voir cette concurrence accrue du PS, ben ils y sont plus sensibles. Les marchés opèrent se tournant dans un moment où elle-même, l'Union soviétique, on le voit en Afghanistan, mais on le voit aussi dans la Corne de l'Afrique, paraît à la fois plus agressive et à l'offensive. Un peu. Alors, ce qui est étonnant quand on regarde ça avec un peu de recul, c'est que pour autant, en 1976 et en 1977, l'union des forces PS, PRG, ce qui est devenu le PRG, Parti communiste, et parfois quelques autres mouvements locaux, GAM, etc., notamment pour les municipales, performent. 1976, c'est une grande victoire pour la gauche aux élections départementales, cantonales, ce qui est aujourd'hui départemental. Un an après la grande victoire des municipales, pour autant, c'est déjà le moment où les tensions apparaissent. Donc, comment au parti, et dans la responsabilité qui est la tienne, comment vous analysez, vous préparez et affrontez ces difficultés avec le Parti communiste, alors que sur le terrain, on ne les voit pas encore forcément poindre, en tous les cas pas électoralement. Tu as raison de faire cette incise, parce que autant le débat est conduit avec vigueur et souvent mauvaise foi par la direction du Parti communiste contre le Parti socialiste accusé de virer à droite au plan national, autant dans les élections locales, départementales et municipales, l'union de la gauche continue à fonctionner. Et nous conquérons de nombreuses mairies grâce au Parti communiste, mais le Parti communiste gagne quelques mairies gagne des mairies ou en préserve grâce aussi au vote socialiste. Et d'ailleurs, il y a même un moment où en 1977, pendant quelques mois, à la veille de la campagne des élections municipales, le Parti communiste met en sourdine toutes ces critiques parce qu'il veut conserver ou gagner des mairies. Nous gagnons en 1977, nous disons bon, ça va, c'est reparti. Et en 1978, à la veille des élections législatives, le Parti communiste reprend son discours très critique à l'égard du Parti socialiste. Nous comprenons que ça a été tactiquement qu'il est revenu à son ton ancien en 1977. Et donc nous savons effectivement que nous allons avoir cette hypothèque du Parti communiste qui va peser sur nous, mais en même temps qui, curieusement, par rapport à l'opinion, va aussi se lever. Oui. C'est ça le paradoxe extraordinaire qui permet peut-être la victoire de 81, qui n'avait pas été possible alors que toutes les forces de gauche étaient unies en 1974, parce qu'au fond, l'électorat
Bon, d'abord, Giscard d'Estaing avait fait preuve de talent, sans doute, et puis lui-même a apporté des formes de novation. Il n'était pas sortant. Voilà, il n'était pas sortant, il rompait avec le gaullisme que les Français avaient écarté, enfin le gaullisme avec De Gaulle en tout cas, que les Français avaient écarté en 69 déjà. En 69, oui, bien sûr, au référendum. Et donc là, je ne sais plus où j'en étais, du coup, je me perds. Donc là, en 78, le fait qu'il y ait la rupture du programme commun, acté quelques mois auparavant, en quelque sorte, ça va lever l'hypothèque communiste sur le comportement des électeurs. C'est-à-dire que ça va faire en sorte que les électeurs se disent, bon, finalement, je peux voter socialiste parce qu'il n'y a pas l'hypothèque communiste. Au moins au premier tour. En partie. Au moins au premier tour. Au moment où nous pensions gagner en 1974 avec l'ensemble des forces de gauche, je pense que François Mitterrand a été extrêmement déçu du résultat de 1974 et qu'il s'est interrogé sur ses chances de victoire. Et c'est ensuite, progressivement, qu'il a repris courage, ou plutôt, parce que le courage, il n'en manquait pas de toute façon, mais plutôt confiance. Et qu'il a compris, au fond, que cette querelle que les communistes nous faisaient, peut-être nous affaiblissait, mais aussi, en même temps, d'une certaine façon, aux yeux d'une frange plus modérée, qui pouvait voter pour lui dans la présidentielle future, nous affranchissait de lui. Et peut-être que ça a joué. Et comme, en même temps, l'électorat communiste, une partie de l'électorat communiste, est resté attaché à l'union de la gauche, et avait aussi de l'attirance pour François Mitterrand, qui avait été le candidat commun 7 ans auparavant, eh bien, une fraction notable de l'électorat du Parti communiste, dès le premier tour de l'élection présidentielle, s'est portée sur François Mitterrand, et au fond, la direction du PC a suivi son électorat. En décidant d'appeler finalement à voter pour François Mitterrand. Oui, dans un communiqué assez clair, 2-3 jours après le premier tour de mémoire. Il faut dire que l'écart était conséquent. François Mitterrand fait un peu plus de 26%, quand Georges Marchais fait un peu plus de 15%. Oui. Donc il y avait là le renversement, je dis définitif, parce que l'histoire a montré qu'il fut définitif, mais à ce moment-là, en 81, nul n'envisage forcément qu'il soit définitif. C'est-à-dire qu'on peut penser que... en partie sous l'influence de l'URSS, qui on l'a dit, et il y a eu des signaux très clairs, préférait à la limite la réélection de Giscard à l'élection de François Mitterrand. Sous l'influence de l'URSS, le PC, au fond, voyant que sa stratégie ne lui réussissait pas forcément, n'était plus aussi enclin à vouloir arriver au pouvoir. Et en même temps, là s'opère un glissement. C'est plus l'influence extérieure qui joue, c'est que le PC craint pour sa propre position et son électorat s'il refuse de voter pour François Mitterrand au deuxième tour. Et donc là, c'est ces intérêts nationaux, en quelque sorte, en tant que parti, qui tendent à l'emporter et qui l'amènent finalement à faire le choix de soutenir François Mitterrand, qui sera très important. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a un élément dont nous n'avons pas encore parlé dans cette décennie de la reconstruction doctrinale, stratégique, idéologique, de 71 à 81, c'est la capacité du Parti socialiste à ce moment-là, tu as utilisé le terme de sabra tout à l'heure, de faire en sorte qu'un certain nombre de jeunes pousses, en quelque sorte, soient investis dans des territoires, soient envoyés dans des territoires. Bref, il y a pour utiliser un terme qui ne convient pas très bien, j'en conviens, il y a une stratégie de ressources humaines de la part du Parti socialiste d'envoyer, de soutenir. Comment toi tu l'as vécu? Parce que tu étais, même si tu étais à l'international et au tiers-monde, de 79 à 81, c'est-à-dire au moment où vont se faire les investitures aux législatives, tu es à la coordination. Donc, numéro 2 du parti, et donc bien évidemment que tu as joué un rôle important justement dans cette détermination des hommes et des femmes que l'on devait envoyer au feu, en quelque sorte, pour prendre des circonscriptions. Nos victoires dans les élections locales, départementales, mais aussi municipales, la conquête de toute une série de villes,
y compris certaines qui paraissaient impensables, comme La Roche-sur-Yon, par exemple. Avec Jacques Auxiat. Avec Jacques Auxiat, oui. Qui, peut-être parce que nous connaissions, nous avions un peu oublié dans notre histoire que la capitale de la Vendée était républicaine. Oui, était Pachois, à l'époque, était Pachois, disons. Bon, c'est des choses qu'on a oubliées un peu. Mais enfin, je me souviens quand François Mitterrand avait vu cette victoire, il avait été quand même assez surpris. Donc je pense que ces succès remportés par une série d'hommes, beaucoup d'hommes à l'époque, quelques femmes quand même, Edith Cresson par exemple, mais dans ces élections municipales vont jouer un rôle très important dans notre assise, dans notre confiance, dans l'apprentissage de la gestion, au moins de la gestion locale, mais en responsabilité. Et puis il y a un autre phénomène qui est d'une autre nature, c'est que une partie de la gauche chrétienne va rejoindre le Parti socialiste. Ça va être très très important. Et très important, par exemple, pour les conquêtes en Bretagne, mais aussi dans d'autres régions de France. Il y a ces phénomènes, il y a une partie des milieux populaires, évidemment, qui adhèrent. Et donc, il y a évidemment une série de jeunes pousses qui commencent à se faire connaître à partir des réalités de terrain. Et puis, dans la direction même autour de François Mitterrand, il y a quand même un certain nombre d'hommes et de femmes qui marient une double culture. Ils ont à la fois une culture militante, qu'ils ont souvent acquise ou renouvelée dans le Parti socialiste, et le sens de l'État. Et pour certains, l'expérience même de l'État. Et donc, ça va composer autour de François Mitterrand avec sa personnalité, son talent de tribun, sa conviction, son habileté politique, l'idée qu'il y a aussi un aréopage d'hommes et de femmes qui peut valablement parler d'une forme de rupture, mais qui en même temps peut savoir exercer les responsabilités. Et donc ça, c'est ce qui va évidemment permettre la structuration au final du Parti socialiste, adossé à ses municipalités, ses départements, ce qui en quelque sorte synthétise l'homogénéité des scènes politiques, c'est-à-dire l'homogénéité entre les scènes politiques locales et la scène politique nationale. Ce qui est le fruit d'une stratégie, évidemment, de construction. Oui, c'est vrai, mais en même temps, les liens sont nombreux quand même, parce que il n'y a pas un national coupé du local à l'époque. À l'époque. Oui. À l'époque. Enfin, je ne veux pas apporter jugement sur aujourd'hui, mais pas un jugement, mais c'est le fruit d'une stratégie politique. Oui, absolument. Et donc, nous vivons quand même en symbiose. Et moi, qui est ancien secrétaire à la formation, mais qui, comme secrétaire à la coordination, fait des réunions, des meetings et tout ça, et qui en ferait dans la campagne présidentielle, plus secondairement, derrière la campagne magistrale de Mitterrand, nous ressentons ça. Et je pense que les Français aussi le réalisent. Tu vois. Alors, venons-en justement à cette campagne présidentielle de 81, mais surtout, Mais ce que je veux dire, peut-être pour en terminer sur ce point, c'est qu'à un moment, avant l'élection présidentielle, François Mitterrand dit quelque chose du genre « Même si je ne suis pas élu, ce que j'ai fait est essentiel et ça portera des fruits plus tard. » Il faut bien comprendre que développer une grande force socialiste ou social-démocrate en France, bien sûr, c'était dans l'esprit de la conquête du pouvoir, mais c'était une justification en soi. Et tous ceux qui ont participé à cette période ont été fiers de faire ça, même si nous n'avions pas été récompensés par le peuple par la victoire de 1981. Cette culture militante, quand même, nous habitait. Oui, sur la culture militante sur le moyen ou long terme. Et donc, de savoir qu'on est inscrit dans une histoire... Sur le moyen ou long terme, mais oui, bien sûr, voilà, tout à fait. Inscrit dans une histoire et qu'on doit porter cette histoire. Mais aussi envie d'être ensemble, fraternellement, malgré les conflits. Parce que pendant toute cette période, j'ai aussi participé avec une certaine vigueur aux débats internes. Voire avec quelques gourmandises, parfois, j'imagine.
Parfois, ça a pu m'échapper, oui, évidemment. Bien sûr, mais j'ai toujours fait avec respect. Quand il y a eu le conflit, disons, avec ce qu'on appelait les rocardiens, où j'étais très clairement derrière François Mitterrand, par adhésion à ses choix, par adhésion à la stratégie, par la certitude, en tout cas l'intuition qui était la mienne, que si nous rompions avec la stratégie d'union de la gauche, nous devions dire adieu à la possibilité de conquête. Peut-être aussi par une certaine radicalité qui me convenait mieux, disons, que le réalisme plus grand et peut-être plus sage à certains égards, qui était celui en matière économique de Michel Rocard. Mais il y a aussi eu des débats et des antagonismes qui sont restés fraternels avec le CRS. Avec le CRS. Plus européo-sceptique, un peu près... pas toujours attentif face à un certain nombre d'événements à l'importance de la démocratie. Je pense aux positions pendant la Révolution des œillets, où ils étaient très critiques de Mario Soares, et assez enthousiastes des colonels, disons, hein, ce qui était une figure curieuse, pas toujours vigilants ou lucides dans leurs choix internationaux. Je pense, par exemple, à l'illusion... de la laïcité du régime de Saddam Hussein, par exemple. Et donc, or, moi j'étais un militant de la Fédération de Paris, tout en étant un responsable national à l'époque, et j'ai participé avec Bertrand Delanoë, avec Daniel Vaillant, avec un certain nombre d'autres, à la reconquête aux mitterrandistes, disons, de cette Fédération de Paris qui était jusque-là dirigé par le CRS. Oui, qui était la base, du CRS, oui, avec les postiers, oui, absolument. etc., dans le 11e. Et donc ce combat était également très important pour François Mitterrand, qui ne le négligeait pas et était content des succès que nous remportions. D'ailleurs, on a même remporté des succès amicaux, puisque un certain nombre de ces dirigeants du CRS de l'époque sont devenus mes amis. Plus tard, je pense à Planchou, je pense à Pierret, je pense à Guidoni, oui, à Jean Guidoni. Et donc, on les a un peu conquis idéologiquement, enfin, quelques-uns des meilleurs d'entre eux. La Fédération de Paris était un enjeu extrêmement important et vous finissez par la prendre en 85, au congrès de 85, me semble-t-il, où là... au congrès de Toulouse, où là, le CRS perd le contrôle de la Fédération de Paris absolument. Au profit des Mitterrandiens ou des Mitterrandistes, je ne sais ce qu'il faut dire, j'ai toujours hésité entre les deux termes, et où c'est un rôle évidemment extrêmement important, et la Fédé de Paris, où toi tu milites activement, et où tu deviens député... En 1981, à la Chapelle-Goutte d'Or, voilà, dans de le Paris, 18e. Pas très loin d'ici, juste quelques encablures de la cité Malesherbes où nous sommes. Mais justement, je reviens sur tu insistes avec raison sur l'aspect fraternel des débats. Il y avait les débats, mais il y avait cet aspect de fraternité militante, en quelque sorte, qui perdurait et qui existait. C'est quelque chose qui est très frappant dans tous les témoignages de cette époque. C'est que chacune et chacun, quelle que soit l'histoire qui a été la sienne, met en avant cette valeur, en quelque sorte, extrêmement importante, en tous les cas, qui devrait l'être, du militantisme politique et syndical. Cette valeur et ses sensations aussi. Oui, bien sûr. Et de pouvoir dépasser justement les débats idéologiques, ça n'empêche pas l'affection, l'amitié, et de se retrouver dans des choses plus importantes que les divergences. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.